Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Corner du Libraire. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Céline Pina. Céline Pina, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre qu'on verra de toute façon à l'écran, qui s'appelle C'est biens essentiels chez Bouquin Essai. Alors, c'est un ouvrage, on va y revenir, à la fois, j'allais dire, un essai, bien sûr, mais qui traite de sujets de société, mais quelque chose qui est aussi assez philosophique. Et on va voir qu'il y a matière à penser. Mais ma première question, elle était peut-être de revenir vers vous un peu, puisque on vous voit assez régulièrement dans les médias. Les gens ont l'impression de vous connaître, mais on ne sait pas forcément d'où vous venez. Or, vous êtes, j'allais dire, apparu sur la scène médiatique il y a 5 ans pour un premier livre à l'époque qui s'appelait Silence coupable, où vous dénonciez notamment le silence des politiques face à une forme d'islamisme rampant. Mais en fait, on ne sait pas très bien qui vous êtes. Alors, le meilleur moyen, c'est de vous demander de raconter un petit peu votre parcours et qui vous êtes, Céline. Ça me semble plus simple. En fait, au départ, j'ai intégré les mouvements politiques comme on le fait en général au sortir de ces études. Je devais arriver en fac. Je commence à me lancer dans le syndicalisme étudiant. Ça me plaît, le virus de la politique me mord. Je rentre au MJS, qui est le mouvement de jeunesse des socialistes, et de là, je rentre au PS. J'avais une vision de la politique qui était très théorique. Moi, ce que j'aimais, c'était la science politique et l'histoire. Et quand je me confronte à la réalité de ce parti, on est déjà dans un parti qui, intellectuellement, ne produit plus grand-chose. Et qui a le pouvoir et qui va assez vite sombrer dans une forme de médiocrité parce que ceux qui ont le pouvoir s'installent et se disent qu'ils n'ont pas tellement envie d'être dérangés par la jeune garde qui monte. Et cette jeune garde, elle proteste pas tellement parce que dans le fond, ça veut dire que vous pouvez faire des carrières avec un minimum de travail. Il suffit de choisir le bon cheval au bon moment. Je vais pas très bien, pour être honnête. Toute cette aventure politique me déstabilise plus qu'elle ne m'enchante. Je sais ce qu'il faut pour faire carrière et je suis en train de me rendre compte que je n'arriverai pas à plier les genoux. J'ai pas j'ai les genoux un peu trop raides. Ça va être compliqué. Mais vous savez, c'est très dur parce que finalement, ça devient aussi des endroits où vous avez investi de l'affection. Moi, autant je porte un regard critique sur les dirigeants, autant j'ai rencontré des militants, mais adorables, dévoués, qui demandaient rien, qui étaient des gens qui n'étaient pas du tout arrivistes. Donc, c'est quand même un univers qui vous a porté, qui vous a nourri. Et à ce moment-là, arrive juste à côté de chez moi le salon de la femme musulmane. Sauf que ce n'est pas un salon de la femme musulmane, c'est un salon des islamistes. Et on met en avant beaucoup de prédicateurs que je ne connaissais pas et je décide d'aller sur Internet et d'aller écouter ce que ces gens disent. Et là, je tombe de ma chaise parce que j'imaginais même pas qu'en France, dans les années, on est en 2016, en 2015, pardon, on peut tenir des propos aussi atroces alors qu'on a eu quand même Charlie. On est dans cette période-là. Et là, vraiment, je me révolte et j'écris un communiqué de presse où je dis vraiment tout ce que je pense sur le clientélisme. Et forcément, ça intéresse un ou deux journalistes. Et je choisis de m'exprimer et je choisis d'expliquer pourquoi personne ne veut s'exprimer sur ce sujet. Parce que et notamment Cergy, était une ville qui vivait beaucoup sur un clientélisme des quartiers, un lien avec les islamistes, alors qui n'était pas revendiqué comme tel, bien sûr, on ne va pas vous expliquer, mais à la fin, ça aboutit à ça, vous subventionnez certaines personnalités, certaines associations, en faisant semblant de ne rien voir, et je décide que ça suffit et qu'il faut dire les choses. Et j'ai en général une parole très claire, donc tout le monde comprend parfaitement ce que je dis. Et là, je savais que de toute façon, mon temps de vie en politique était compté. Donc, je dis, je finirai mes mandats, surtout le mandat municipal, parce que je m'étais investie sur la construction de crèches et j'y tenais vraiment énormément. Mais ne vous inquiétez pas, je vous les rends. Je ne solliciterai pas d'investiture d'un parti qui aujourd'hui me fait honte. Alors, une vie intérieure, c'est aussi certainement, et on va se plonger dans votre nouvel ouvrage, aussi ce qui vous avait permis sans doute de traverser d'abord des moments assez difficiles, puis aussi d'avoir l'envie d'écrire un deuxième ouvrage, un deuxième essai. Est-ce que c'est un livre qui est né, alors,
sans doute du Covid, mais pas simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, tout le monde se retrouve un peu arrêté et confronté, comme vous le dites très bien d'ailleurs, parce que je pense que c'est vraiment un des éléments centraux du livre. On est face à soi, face au sens de la vie, face à cette vie intérieure, face aux fragilités intimes et collectives, à nos angoisses primitives, à nos incertitudes ontologiques. C'est dans cet esprit que vous avez commencé cet essai ? Oui, je trouvais qu'en fait, c'était assez étonnant parce qu'on nous invitait à rentrer dans notre cocon, dans notre bulle. Et pourtant, ce qui nous amenait à rentrer dans cette bulle, c'était le fait que le monde extérieur, physiquement, était agressif. C'est-à-dire que cette espèce de virus dont on ne pouvait pas se défendre, on ne savait même pas de quelle manière il nous attaquait. Je rappelle que les premiers temps de la maladie, on a énormément entre est-ce que c'est une grippe, est-ce que ça agit sur le sang, et puis bon, on va découvrir petit à petit que ça agit sur beaucoup de choses, mais on va se retrouver assez rapidement finalement face à quelque chose. Moi, j'ai grandi, peut-être que j'étais un peu bécasse, mais je pense que cette bêtise, je la partageais avec tout un ensemble. J'ai grandi avec l'idée que le monde dans lequel j'avais grandi m'était promis, qu'il me survivrait tel qu'il était, que les solidarités qui nous protégeaient seraient là pour toujours. En fait, j'ai grandi dans une promesse qui était presque une promesse d'immobilité et de confort, et j'y ai cru. Et au sein de cette promesse, la médecine était démiurgique. Moi, je me souviens, quand quelqu'un avait une maladie, les gens lui disaient, même grave, oui, mais dans 10 ans, on saura la guérir, la science, la médecine, etc., etc. Donc, on était dans un monde qui semblait un monde qu'on pouvait maîtriser. En tout cas, qui n'offrait plus les surprises des morts subites. Bien sûr que c'était totalement illusoire et utopique, mais fondamentalement, on y a cru. Je raconte ça souvent en disant, celui qui nous en parle le mieux, c'est Fukuyama, qui dit, bah, finalement, la meilleure régime politique, c'est la démocratie. Le meilleur régime économique, c'est le capitalisme, c'est ce qui a amené le plus de prospérité. Unir démocratie et capitalisme, c'est l'histoire au sens hegelien du terme. L'histoire a un but et la forme qu'elle va choisir pour que l'être humain puisse s'épanouir, c'est cette alliance entre la démocratie et le capitalisme. Pour revenir sur le rêve positiviste, c'est un rêve que la gauche, par exemple, a très longtemps entretenu. Et par exemple, quand Lénine, je crois que c'est Lénine qui dit, en fait, une société bien constituée, ce devrait être une société où une cuisinière pourrait faire tourner l'État. Parce que dans sa tête, le but du jeu, c'est de découvrir des lois. De faire en sorte que des lois positives, autrement dit, de faire en sorte que le fonctionnement de l'État, la décision politique, soit appuyé sur une vision scientifique de la société. Autrement dit, on analyse le problème. À partir de ces données, c'est comme en fait un problème de maths. Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. C'est une fois qu'on a les bons éléments, on arrive à une seule solution. Le seul problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et on l'a vu. Et on a vu ce rêve positiviste chez Emmanuel Macron. Au moment où le Covid arrive, il va créer son conseil scientifique parce que ce qu'il aimerait, c'est avoir des médecins qui lui disent le Covid, c'est ça. Pour le soigner, il faut faire ça. On a donc tel remède et on s'en sort à telle date. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. D'abord parce que le Covid est nouveau et que même la science tâtonne et qu'il lui faut du temps pour poser des certitudes, que malheureusement la maladie, elle est humaine et tout ce qui est humain subit des variations. On ne traite pas deux personnes de la même manière, etc. Mais surtout, on se rend compte qu'en fait, le temps de la décision n'est pas celui de la certitude. Et qu'en politique, on va vous demander de trancher, de faire des choix, alors que vous n'avez pas tous les éléments de réponse. Et vous ne pouvez pas vous abriter derrière le fait que vous n'avez pas tous les éléments de réponse. À la fin de l'ouvrage, on est partagé, c'est-à-dire que quel est le sens qu'on doit donner à l'avenir, et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait de nouveau civilisation, puisqu'on a l'impression qu'il y a cette lutte permanente entre la bête humaine et la possibilité de la civilisation. Est-ce que vous avez un espoir quand même pour le monde d'après, même s'il ne s'appelle pas comme ça? Comment est-ce qu'on reprend les choses et quelle classe politique, enfin, de qui on a besoin pour peut-être avancer différemment et remettre ça dans le bon sens? Parce que la question du sens était essentielle aussi dans votre démarche. Oui.
En fait, moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que je me suis dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des technocrates en tant que politiques. Autrement dit, nos politiques sont tous passés par une école d'administration, ils sont en général énarques. Or, le problème, c'est que quand vous êtes énarque, vous êtes formé à maîtriser les cadres. Donc, vous êtes formé à maîtriser ce qui ne varie pas, ce qui ne bouge pas. Ce qui vous donne votre pouvoir, c'est cette connaissance-là. L'incertain, au contraire, vous fragilise énormément, il vous dépouille de vos pouvoirs. Donc, mettre un haut fonctionnaire à la place d'un homme politique est une erreur stratégique majeure. Ils ne sont pas faits pour les mêmes choses. Alors après, vous avez toujours des gens qui transcendent leur milieu, leur fonction, etc. Là, le problème, c'est que ça n'est pas le cas. Or, nous allons vers un monde, avant finalement, je vais vous dire que ce n'était pas si grave. Le monde était en paix et semblait l'être pour encore de longues années. Aujourd'hui, on n'en sait rien. On ne sait pas, on voit bien qu'au niveau international, les tensions sont là, sont réelles et sont très fortes. On voit bien que ce qu'on estimait comme étant, ce qu'on voyait comme étant des piliers sont très fragiles. L'Europe est extrêmement fragile, les États-nations sont extrêmement fragiles. Et on voit que même qu'à l'intérieur de ces États-nations, les sociétés sont en train d'imploser. Nous, on a un problème de séparatisme. C'est pas rien. C'est-à-dire que l'idée, pour un Français, il ne peut pas y avoir deux peuples ayant deux lois sur un même territoire. Parce que pour le coup, nous avons une vision transcendante de la loi. La loi, à partir du moment où l'être humain la produit par la confrontation de la raison, elle lui échappe, elle n'appartient à personne, chacun s'y soumet, et ce sont les hommes, ce sont les lois qui font les hommes. En revanche, ce que l'on voit de plus en plus se dessiner, ce sont des rapports qui sont des rapports où chacun veut être sa propre loi. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'êtres humains qui disent mon particularisme doit être reconnu, accepté par la société. Je suis moi-même le producteur de ma propre loi. Sauf qu'une société comme ça ne peut pas tenir. C'est la société de tous contre tous. Parce qu'une fois que vous avez érigé vos particularismes en étendard, qu'est-ce qu'il vous reste de commun avec les autres? Or, si on veut que finalement l'impôt serve à financer l'hôpital, la sécurité sociale, les retraites, etc., il faut qu'on soit liés les uns aux autres. Sinon, l'être humain, il va se tourner vers l'assurance. Il va se protéger lui et les siens. À un moment donné, quand on est une nation, les siens, ça peut devenir la nation en son entier. Bien sûr qu'on ne le conçoit pas comme ça, c'est pas comme sa famille. Mais en tout cas, il y a ce rapport-là. Il y a ce rapport de fraternité, justement. Or, si chacun ait sa propre loi, il n'y a plus de fraternité. La seule chose qui peut rester, c'est l'allégeance. Mais c'est une allégeance où on courbe la tête face au pouvoir d'un homme, parce qu'il est plus riche, parce qu'il est plus puissant, parce qu'il est plus fort. Quand vous devenez vous-même votre propre loi, la seule loi qui reste, c'est la loi de la jungle. Et c'est la loi du plus fort. Nous nous sommes construits justement pour éviter cela. Et aujourd'hui, il y a à l'intérieur de notre pays des forces qui essaient de le défaire, mais à la limite, il y a toujours eu des forces qui essayaient de défaire les pays. C'est comme ça. Le problème, c'est le jour où vos dirigeants ne sont pas conscients, ne savent pas lutter contre, ne savent pas donner sens à ce que vous êtes, et donc vous amènent dans un sentiment où non seulement vous perdez votre appartenance, vous perdez le sentiment d'être protégé par un pays, mais vous perdez même le sentiment de vos propres contours. Parce qu'un être humain qui n'a pas de culture, c'est pas vraiment un être humain. Un être humain qui n'agit pas sur le monde, ce n'est plus vraiment un être humain. C'est sans doute une bête humaine ou un animal humain, ce qui ne veut pas dire qu'il soit forcément mauvais ou agressif. Même l'animal peut être très doux, l'animal est aussi capable d'amour, mais il ne donne pas au monde ce qu'il est amené à donner. Nous sommes des êtres qui agissent sur le monde. Si nous renonçons à cette fonction-là, si nous nous soumettons simplement à la loi de la jungle et à la loi du plus fort, pour moi, nous trahissons une partie de notre âme. Et j'aurais aimé, en fait, que ce moment où on a été enfermé nous permette de retrouver notre âme pour en sortir plus fort en se disant, au lieu de se dire la catastrophe arrive et il n'y a personne pour nous défendre et nos hommes politiques ne sont pas à la hauteur, qu'on soit sorti en disant si la catastrophe arrive, eh bien nous saurons soit y résister,
soit passer au travers et continuer à porter les belles choses que nous avons mis au monde. Voilà, j'aurais aimé en fait qu'on sorte droit en regardant loin. Et là, je trouve qu'on sort la tête baissée en se demandant quelles vont être les catastrophes qui vont impacter cette sortie de crise. Écoutez, voilà une longue discussion et une belle analyse qui nous a emmené un peu plus loin que prévu, un petit peu plus loin que ce livre dont on a beaucoup parlé. Merci beaucoup de votre temps, Céline Pina. C'est bien essentiel bouquin à lire pour nous aider à réfléchir et à retrouver le sens et la liberté. Merci de votre temps et pour ce qui nous concerne, à très bientôt à vous pour une nouvelle émission. Au revoir.